Quand vous prenez votre retraite, il y a certaines choses que vous ne devriez jamais donner à vos enfants, surtout après 70 ans. À une époque où les liens familiaux sont souvent mis à l'épreuve par les tensions de la vie moderne, l'histoire de M. Brunier remet en question notre conception de l'amour et des attentes parentales. Imaginez consacrer toute votre vie à élever et soutenir vos enfants, pour finalement vous sentir oublié, vos efforts non appréciés dans vos vieux jours. M. Brunier et sa femme, autrefois des parents dévoués qui ont tout fait pour offrir à leurs enfants le meilleur départ dans la vie, font aujourd'hui face à un moment décisif. Leur histoire nous rappelle de manière poignante que, même si l'amour parental est illimité, il doit parfois affronter les dures réalités de l'évolution des relations familiales. Plongeons dans cette histoire fascinante pour comprendre pourquoi M. Brunier a décidé de protéger ses économies de retraite, en privilégiant son indépendance plutôt qu'un soutien total de la part de ses enfants. Cette année, j'ai 72 ans, et je suis à la retraite depuis 12 ans. Ma femme, qui a 5 ans de moins que moi, est également retraitée depuis plus de 10 ans. Nous avons travaillé dans le secteur public, donc nos pensions combinées dépassent les 5 000 € par mois. Avec ces revenus, nous menons une vie confortable, profitant de ce que nous voulons et voyageant à notre guise. Après avoir travaillé dur pendant la moitié de notre vie, nous ne nous imposons aucune restriction. La retraite est une étape pour profiter pleinement de la vie. Pourtant, bien que nous vivions confortablement, nous n'avons jamais donné un seul centime à nos enfants. Certains pourraient se demander, avec des pensions aussi élevées, n'aurions-nous pas assez d'argent chaque mois pour soutenir nos enfants? Après tout, les jeunes font face à des défis, et les parents devraient les aider. Cependant, ma femme et moi préférons garder notre argent pour notre propre usage, même si sa valeur diminue, plutôt que de le dépenser pour nos enfants. Nous ne sommes pas cruels dans notre décision. Nous avons observé le comportement de nos 2 fils, et cela nous a profondément déçus. Ma femme et moi avons connu des difficultés dans la vie, et nous savons à quel point la pauvreté peut être dure. Quand notre situation s'est améliorée en entrant dans la fonction publique, nous nous sommes consacrés à nos enfants. Nous n'avons jamais hésité à dépenser pour leurs besoins réels, mais nous étions fermes pour ne pas gaspiller pour le superflu. Grâce à mon approche éducative, que je pense équilibrée, nos 2 fils ont toujours eu de bons résultats. Ils ont excellé dans leurs études, ont été acceptés dans de grandes universités, ont trouvé du travail dans de grandes villes, se sont mariés et ont fondé des familles. Tout s'est déroulé de manière fluide. Beaucoup de gens nous félicitaient, disant que nous les avions très bien élevés. Malgré leur réussite, ma femme et moi avons fait d'énormes sacrifices pour les soutenir. Après que notre fils aîné a obtenu son diplôme, nous lui avons trouvé un emploi dans une entreprise publique grâce à une connaissance. Quand il s'est marié, nous avons payé l'acompte pour sa maison. Environ 10 000 €. Plus tard, quand il a acheté une voiture, nous avons contribué à hauteur de 5 000 €. Pour notre fils cadet, la filière universitaire qu'il avait choisie n'était pas très porteuse, il a donc eu du mal à trouver un emploi. Nous avons donc investi dans des études supplémentaires pour lui. Il n'a trouvé un travail stable que vers l'âge de 30 ans. Lorsqu'il s'est marié, nous avons dépensé plus de 50 000 € pour sa dot. De plus, nous avons utilisé toutes les économies que nous avions accumulées pendant plus de la moitié de notre vie pour acheter une maison à chacun de nos 2 fils. Ensuite, ils ont eu des enfants. Ma femme et moi avons donc choisi de prendre notre retraite anticipée pour pouvoir nous en occuper. Ma femme a pris sa retraite à 50 ans pour s'occuper de notre petit-fils aîné, et moi à 60 ans pour m'occuper de notre petite-fille cadette. Ce n'est que lorsque les 2 enfants ont commencé l'école que nous avons pu enfin nous reposer.
nous avons tout donné pour nos 2 fils, nous nous sommes entièrement dévoués. Nous pensions qu'avec notre dévouement désintéressé, ils finiraient par nous soutenir. Mais à la fin, il n'y a eu aucune considération de leur part, seulement un désir de recevoir, normalement, quand les parents vieillissent. Les enfants devraient revenir souvent leur rendre visite. Mais nos fils sont différents. Ils reviennent à peine pour les fêtes et n'appellent presque jamais. Notre fils aîné vit à environ 300 km, mais il ne rentre qu'une fois par an, généralement pour les fêtes de fin d'année. Chaque fois, il arrive les mains vides et repart avec des cadeaux, je me souviens d'une année. Les enfants de nos voisins arrivaient avec des sacs pleins de cadeaux pour leurs parents. Notre fils aîné, lui, a été extrêmement radin. Il est venu dans son grand SUV, mais n'a apporté que 2 vêtements pour ma femme et moi. Alors que les autres enfants donnent des étrennes à leurs parents. Notre fils ne l'a jamais fait. Avant même la fin des fêtes, il repartait, laissant derrière lui les produits que nous avions préparés pour la famille. Cette fois-là, j'ai senti que mon fils et ma belle-fille abusaient, alors je leur ai dit ce que je pensais. Mon fils a répondu, « De toute façon, vous êtes assez vieux, vous ne pouvez pas manger autant, c'est du gâchis de laisser ça à la maison. » Notre fils cadet a été encore plus démesuré. Après que nous lui ayons acheté une maison, il a demandé de l'argent pour une voiture. Sa demande était si directe qu'elle sonnait comme une exigence, « Papa, j'ai besoin de 70 000 € pour une voiture. Vire-les-moi tout de suite. » J'ai trouvé cette attitude très dérangeante. Ça m'a donné l'impression que c'était lui le père, et moi le fils, alors j'ai refusé. Même si nous aurions pu lui donner les 70 000 €, je n'ai pas aimé la façon dont il a demandé l'argent. Après mon refus, mon fils a commencé à se comporter de manière hostile avec nous. Chaque fois qu'il revenait, son attitude était froide, et il partait immédiatement après le repas. Prétextant qu'il se sentait mal à l'aise à la maison, il y a 4 ans, ma femme a dû être hospitalisée pour une arthrose. Nous avons payé tous les frais médicaux, mais elle voulait que nos enfants lui rendent visite. Cependant, les 2 ont évité de venir, comme si sa maladie était contagieuse. Aucun d'eux ne s'est présenté. Ils ont juste passé un bref appel téléphonique, sans montrer de véritable inquiétude. Ce qui devait être une opération simple s'est transformé en une grande souffrance pour ma femme, non pas physique, mais émotionnelle. Plus tard, alors que ma femme était encore en convalescence, j'ai trébuché et je me suis fracturé le pied. Je voulais que nos 2 fils viennent nous aider. Mais ils ont continué à donner des excuses, l'un était occupé par le travail, l'autre disait qu'il ne se sentait pas bien. Désespéré, j'ai décidé de dépenser de l'argent pour engager une aide-soignante. C'est alors que j'ai appris par mes petits-enfants que mon fils aîné avait emmené sa famille à la plage pour des vacances, et que le cadet était parti en randonnée. Apprendre cela m'a causé une tristesse bien plus profonde que la douleur physique que je ressentais. Après avoir vécu ces expériences, nous nous sommes demandé s'il était encore nécessaire de donner nos économies à nos enfants. C'est pourquoi ma femme et moi avons progressivement lâché prise, abandonnant toute confiance et attente à leur égard pour notre retraite. Si l'on nous traite avec une telle insensibilité maintenant, la situation serait encore plus difficile si nous n'étions plus capables de prendre soin de nous-mêmes à l'avenir. Par conséquent, nous avons choisi de garder notre argent sous notre contrôle, sans donner à nos enfants un seul centime. Nous nous assurerons de réserver suffisamment d'argent pour notre retraite. Si à l'avenir nous ne pouvons plus prendre soin de nous-mêmes, nous n'aurons pas recours à nos enfants. Nous choisirons de résider dans une maison de retraite.
Bien qu'une maison de retraite n'offre pas la chaleur d'une famille, je pense que payer pour ces services avec notre argent sera plus confortable et plus digne que de dépendre de l'aide de nos enfants. Être trop proche de ses enfants à la fin de sa vie peut s'avérer problématique. Vaut-il mieux que les parents résident avec leurs enfants, ou qu'ils continuent de poursuivre leurs propres rêves? Faites la connaissance d'Aura, une mère de 62 ans qui a décidé de défier les normes traditionnelles et les attentes sociales. Après la mort de son mari et 10 années passées dans la solitude, elle a décidé de s'installer chez son fils et sa belle-fille, dans l'espoir de trouver compagnie et soutien. Cependant, ce qu'elle a trouvé fut une dure réalité qui a transformé sa retraite en un cycle sans fin de travail non rémunéré et de sacrifices non appréciés. Avec un sentiment croissant d'exploitation, Aura a pris une décision courageuse qui a surpris sa famille et en a inspiré beaucoup d'autres. Découvrez son récit percutant de force, de connaissance de soi et de quête constante du bonheur. Aujourd'hui, je veux explorer le thème de savoir si les parents devraient résider avec leurs enfants lorsqu'ils atteignent un âge avancé. Aura, 62 ans, est mère d'un fils et d'une fille. Après sa retraite, Aura a décidé de s'installer chez son fils et sa belle-fille. Cependant, un an seulement après avoir pris sa retraite, Aura a fait ses valises et est retournée dans sa ville natale, fuyant la cohabitation avec la famille de son fils. Suivez-moi pour découvrir l'histoire d'Aura. Mon mari est décédé il y a une décennie, et depuis, je vivais seul. Quand j'ai eu 60 ans et que j'ai pris ma retraite, mon fils s'est inquiété de ma solitude et m'a invité à vivre avec sa famille. J'ai pensé que c'était un geste d'affection filiale, alors j'ai accepté. Je me suis installé chez eux, et au début, ma belle-fille me traitait avec gentillesse. Nous nous entendions bien. Elle me saluait souvent et me conseillait de ne pas trop m'occuper des tâches ménagères. Cependant, avec le temps, ma belle-fille a commencé à me demander d'assumer plus de responsabilités à la maison. Ça a commencé par le ménage, puis elle m'a demandé de cuisiner, et finalement, j'ai fini par m'occuper de toutes les tâches domestiques et de garder les enfants. Je croyais que mon fils voulait que je profite de ma retraite, mais au lieu de cela, je me suis retrouvé à travailler comme une employée de maison non rémunérée, m'occupant de tout pour sa famille. Avant de prendre ma retraite, j'avais une idée précise de la façon dont je voulais passer mes vieux jours. Je rêvais de danser sur la place, d'avoir un petit chien, de cultiver quelques légumes et de profiter d'une vie paisible dans ma ville natale. En retrouvant de vieilles amies pour prendre le thé, mais la réalité a été dure. Au lieu de jouir de la vie, j'ai fini par être une domestique pour la famille de mon fils, sans aucun temps libre pour moi. Un samedi soir, alors que je nettoyais, mon fils et ma belle-fille ont mentionné nonchalamment qu'ils partiraient en vacances pour 4 jours, me laissant la charge des enfants. Ils n'ont même pas pris en compte ce que je pouvais ressentir. J'étais indigné. Toutes les responsabilités de la maison semblaient reposer sur mes épaules pendant qu'ils profitaient de leur temps ensemble. Je trouvais injuste que leur vie soit si confortable alors que je travaillais sans relâche pour eux. J'ai passé des jours à réfléchir et j'ai finalement décidé que je devais vivre pour moi-même. Alors, j'ai dit à mon fils que j'allais rendre visite à une amie pour quelques jours et qu'il devrait se débrouiller seul. Ma belle-fille s'est montrée mécontente, m'accusant de négliger mes obligations, mais j'étais résolu. Il ne pouvait pas m'en empêcher. Je suis retourné dans ma ville natale et j'ai enfin commencé à profiter de la vie de retraite dont j'avais rêvé. Maintenant, je fais des choses que j'aime chaque jour, et je me sens épanoui. J'ai compris que je ne pouvais pas continuer ainsi. Ce geste audacieux a rompu avec les attentes traditionnelles imposées aux parents âgés. Défiant l'idée que leur fonction principale est de servir indéfiniment leurs enfants, en préparant ses affaires pour retourner dans sa ville natale,
Aura ne s'éloignait pas seulement d'une vie de travail non rémunérée, elle entamait aussi une nouvelle étape pleine d'opportunités et de découvertes de soi. Son récit résonne avec force, en particulier parmi les personnes âgées qui se débattent souvent entre les responsabilités familiales et les aspirations personnelles. L'expérience d'Aura met en lumière l'importance de fixer des limites et de prioriser son propre bien-être, malgré les pressions sociales. En vivant de nouveau seule, Aura a embrassé la liberté qu'elle avait tant désirée. Elle passait ses journées à danser sur la place, à s'occuper d'un petit chiot et à cultiver des légumes dans son jardin. Ses plaisirs simples sont devenus sa réalité. Le parcours d'Aura est un rappel émouvant qu'il n'est jamais trop tard pour chercher le bonheur et le sens. Son histoire nous invite à réfléchir sur la qualité de nos propres vies. C'est un appel aux personnes âgées à rester fermes dans leur droit de vivre de manière autonome et joyeuse, en rejetant les sacrifices non appréciés. L'histoire d'Aura agit comme une lueur d'espoir. Elle nous rappelle que l'estime de soi et le bonheur personnel sont essentiels, et que chaque personne, quel que soit son âge, mérite une vie remplie de joie, de but et de dignité. Que l'expérience d'Aura vous motive à retrouver votre propre bonheur et à vivre de manière courageuse, sans excuses et en toute liberté. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous encouragent à agir, commentez 9. Sinon, commentez 0. Votre opinion est très importante pour nous. Merci pour votre temps précieux. Il est possible que la situation de M. Brunier soit inhabituelle, mais cela ne signifie pas qu'elle n'existe pas dans la société moderne. Les émotions humaines sont fragiles comme le papier, et les liens familiaux ont beaucoup changé, surtout maintenant que les jeunes valorisent l'indépendance et le plaisir personnel. C'est pourquoi il est de plus en plus rare de trouver des personnes entièrement dévouées à leurs parents. Par conséquent, à mesure que nous vieillissons, il est crucial de conserver nos économies de retraite. Si nos enfants rencontrent des difficultés, nous devrions leur apporter notre soutien, mais sans excès. Chacun doit traverser les joies et les défis de la vie. Et les enfants doivent aussi affronter leurs propres difficultés. Ce que nous pouvons faire, c'est leur offrir un soutien dans la mesure de nos capacités lorsqu'ils sont en difficulté. Beaucoup de personnes âgées envisagent de soutenir leurs enfants en s'occupant de leurs petits-enfants après la retraite. Cependant, de nos jours, de nombreux jeunes préfèrent s'occuper eux-mêmes de leurs enfants. En l'absence de petits-enfants à garder, la retraite peut devenir monotone. Avec une pension suffisante, la vie peut être confortable, mais sans elle, on peut se sentir inquiet. Beaucoup de gens se sentent encore jeunes à 60 ans et ont la capacité de continuer à travailler pendant 5 ou 6 ans de plus. Alors, quel type de travaux peuvent-ils effectuer après la retraite? Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 types d'occupations. Le premier type est la sécurité communautaire. Beaucoup de gardiens de sécurité dans les résidences sont des personnes âgées retraitées. Si vous êtes en bonne santé, vous pourriez envisager de devenir gardien de sécurité dans votre quartier. Dans ma région, plusieurs gardiens sont des retraités. Ils passent la journée dans leur poste de garde, lisant le journal et appuyant sur un bouton pour ouvrir la porte. Ce travail est souvent assez détendu. Le deuxième type de travail est l'aide à la personne. Madame Carole, 52 ans, a pris sa retraite il y a 2 ans. Elle se sentait insatisfaite par des petits boulots. Un jour, en discutant avec une ancienne connaissance, elle a eu une idée. Son amie, bien qu'encore autonome, se sentait seule et ne voulait pas être un fardeau pour sa fille. Il cherchait quelqu'un pour s'occuper de la cuisine et du ménage une fois par semaine. Madame Carole a réalisé qu'il pourrait y avoir de nombreuses personnes âgées dans sa communauté avec des besoins similaires.
Elle a décidé de devenir un nouveau type d'assistante, ne vivant pas avec eux mais fournissant de l'aide ponctuelle. Elle a publié une annonce dans le groupe de sa communauté, offrant ses services pour cuisiner, faire le ménage ou accompagner les personnes âgées à leurs rendez-vous médicaux. À sa grande surprise, le soir même, elle a reçu des demandes de 3 familles. Elle a commencé par préparer des repas selon leur goût. Avec le temps, elle a élargi ses services. Madame Carole a observé que les personnes âgées ne demandaient pas seulement un soutien pratique, mais aussi de la compagnie et de la compréhension. Ces rencontres lui ont montré à quel point l'empathie est précieuse. Après 6 mois, elle a fait appel à d'anciens collègues pour former une petite équipe dédiée à offrir des services similaires, créant ainsi un environnement de soutien mutuel. Le 3e type d'option est de créer un petit stand pour vendre des produits. Si vous avez un peu d'argent de côté, vous pourriez acheter une petite charrette et installer un stand près d'un supermarché pour vendre des fruits ou des snacks. C'est une forme d'auto-emploi, mais avec certains risques financiers. Le 4e type d'option est de travailler comme plongeur dans un restaurant. Bien que les femmes retraitées n'aient peut-être pas la possibilité de travailler comme gardiennes, elles peuvent envisager un emploi de plongeuse. Ma tante a trouvé un travail de plongeuse après sa retraite, travaillant pendant les heures de déjeuner et de dîner, et ayant le reste de la journée pour se détendre. Avoir de l'argent procure un sentiment de stabilité. Cependant, il est essentiel de rechercher des occupations à faible demande pour éviter le surmenage. La retraite devrait être consacrée à profiter de la vie, le gain d'argent étant une préoccupation secondaire. Finalement, je souhaite à tous mes amis retraités une retraite heureuse et satisfaisante.